L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, ليكم والعزاز عليكم. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Abdelhak Al-Mansour, directeur général de Amana Assurance. Abdelhak Al-Mansour, bonjour. Bonjour Hassan. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à Radio M. Vous êtes le troisième directeur général de Amana à passer à Radio M, après Olivier de la Grayonnière et Pierre-Olivier Audrey, au point où Amana est devenu sponsor de cet espace. Nous sommes très contents du partenariat qui nous permet de recevoir des personnes entreprenantes et des acteurs du développement en Algérie. Eh bien, merci Hassan pour l'accueil. C'est un grand plaisir de me retrouver avec Radio M. Je salue tous les auditeurs et je les félicite pour leur choix. Radio M est une radio de très bonne qualité. C'est un grand plaisir et une fierté de participer au travail de qualité que vous faites en Algérie. Alors, merci beaucoup. Abdelhak Al-Mansour, en Algérie depuis juin dernier, comment ça se passe ? Très bien, très bien. Je suis heureux et épanoui. L'Algérie est un grand pays que j'adore. C'est mon troisième pays. On peut dire à nos amis auditeurs que vous êtes franco-marocain. Voilà. Donc, vous connaissez bien le Maghreb, déjà. Je connais bien le Maghreb. Mon épouse est algérienne. Ah, et donc, mes enfants sont algériens et je considère l'Algérie aussi comme mon deuxième ou mon troisième pays. Et donc, alors, vous êtes arrivé dans une activité qui est encore, est-ce que vous pouvez le dire, une activité naissante. Je rappelle aussi à nos amis auditeurs que vous avez dirigé AXA dans l'Afrique de l'Ouest, donc une très belle enseigne pour toujours l'assurance des personnes. Donc, vous avez un peu une capacité à faire des parallèles sur les marchés naissants. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas de figure en Algérie ? Alors, le marché algérien, comparé à d'autres marchés dans des pays au même niveau de développement, est un marché qui reste à développer, c'est-à-dire encore embryonnaire. En revanche, il n'y a pas à rougir parce que souvent on parle du potentiel du marché algérien, mais déjà dans l'état actuel des choses, le marché algérien avec plus d'1 milliard d'euros de primes émises, de chiffre d'affaires, est déjà un des plus grands marchés en Afrique. Chose sur laquelle on ne communique pas forcément. Le marché algérien n'est pas très connu. Comment vous avez fait votre calculation ? À quel taux de change vous avez traduit ? Je donne des ordres de grandeur. D'accord. Après, ça change chaque année. L'essentiel, c'est que le marché algérien actuel, sans même parler de son potentiel de développement, est déjà un marché significatif en Afrique. Je pense qu'il figure dans le top 5. Et le marché algérien avec ses acteurs, ma première impression, sont des acteurs de bonne qualité, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de l'intelligence, au fait du management. Et donc ça, c'est très rassurant pour l'avenir parce que au-delà de ce que représente le marché algérien des assurances, le potentiel est énorme. Et je peux vous dire avec confiance qu'il pourrait être multiplié par 3 ou 4 dans les années qui viennent. Si les conditions de développement de ce marché sont réunies. Oui. Oui. En revanche, ça, je parle du marché algérien en général, des assurances. En revanche, le marché des assurances de personnes est relativement petit. Sa taille ne correspond absolument pas, sa taille n'est pas naturelle et ne correspond pas à la taille du pays, ni même la taille du marché des assurances en général, ni le niveau de développement du pays. Et c'est là où justement on a quand même le sentiment qu'il y a un décollage qui a peut-être été un peu raté parce qu'on a fait une réforme en 2010-2011 en séparant les deux branches d'activité, l'IARD et l'assurance des personnes. Et on a capitalisé à un haut niveau les entreprises qui doivent faire de l'assurance des personnes en pensant que ce marché allait décoller très vite. On a eu déjà un âge d'or de courte durée avec des taux de croissance importants du marché, mais ça s'est tassé déjà. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire un décollage raté. Je pense que la séparation des activités dommages et assurances de personnes est une bonne chose.
Ça permet de mieux protéger les assurés du point de vue des autorités. Ça permet aussi de consacrer les ressources nécessaires au développement du marché des assurances de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des marchés analogues, le développement du marché des assurances de personnes n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'il ne va pas se développer du jour au lendemain. Il ne connaîtra pas des taux de croissance réguliers année après année. En général, il y a une phase de gestation, c'est-à-dire de maturation des conditions de développement. Et ensuite, une fois que lancé, le marché des assurances de personnes peut connaître des développements exponentiels. C'est ce qu'on constate dans d'autres marchés, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou d'autres marchés mondiaux qui ressemblent un petit peu à l'Algérie. Alors, si on devait prendre un parallèle en Afrique de l'Ouest que vous connaissez bien, oui. Est-ce qu'il y a eu cette courbe que vous avez décrite avec un décollage qui arrive à un moment donné à une croissance exponentielle? Effectivement, en fait. Alors, en Afrique de l'Ouest, moi j'avais en charge ce qu'on appelle la zone CIMA. Donc la zone CIMA, c'est 14 pays francophones, avec une unité sur le plan juridique, sur le plan code des assurances, et donc on peut considérer que ces 14 pays formaient un marché. Il y a des situations hétérogènes pays par pays, mais sur l'ensemble, le marché des assurances de personnes a connu la même trajectoire, donc avec une stagnation pendant un certain temps et ensuite un décollage très, très rapide. Ensuite, après, lorsqu'on parle du marché des assurances de personnes, il y a plusieurs composantes. Donc il y a la composante, bien sûr, vie, qui est quasiment absente du marché algérien. Elle est présente en Afrique de l'Ouest. Et puis il y a la composante santé complémentaire et autres produits, où le marché algérien ressemble au marché de l'Afrique de l'Ouest. Et si on regarde la trajectoire des marchés de l'Afrique de l'Ouest, je pense que le marché algérien est dans une phase de préparation d'un décollage. Donc je suis très optimiste par rapport à l'avenir. Je voulais quand même dire un mot sur l'assurance vie. Est-ce que c'est un problème culturel qui fait que ça n'a pas vraiment bougé? Parce qu'on s'était posé aussi la question avec vos prédécesseurs, est-ce que les Algériens, pour des raisons religieuses, réchignent à prendre des assurances vie automatiquement? Sauf s'ils prennent un crédit, là où ils sont obligés de le faire. Un crédit immobilier en particulier. En fait, comme souvent, lorsque un secteur ou un produit fonctionne, on ne se pose pas trop la question. Lorsqu'il ne fonctionne pas, alors là, on cherche on essaie de trouver des explications, des analyses, pourquoi ça ne marche pas. Moi, je préfère me concentrer sur qu'est-ce qu'il faudrait ou quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que ce marché décolle. D'abord, ce que je veux dire sur le marché des assurances vie épargne, c'est un apport essentiel, et structurel, une contribution importante, non seulement sur le plan social, mais sur le plan économique. Et donc le développement de l'épargne, c'est-à-dire la captation de l'épargne nationale, qu'elle provienne des salariés, des professions libérales et même du secteur informel, est quelque chose de très positif qui permettra de financer l'économie sur le long terme, parce que l'assurance vie épargne est une collecte d'épargne placée sur le long terme, donc des investissements qui apportent de la valeur ajoutée à la société et à l'économie. Ça permet aussi de contribuer au financement de l'État, donc un financement interne par ses citoyens. Et puis ça apporte aussi une certaine sécurité, une sérénité à l'ensemble des citoyens. Collecter de l'épargne, ça permet de réaliser ces projets, donc les projets au niveau des foyers, des familles. Ça permet de préparer sereinement, pourquoi pas, la retraite. Et puis et du coup, l'effet important, ça finance l'économie, bien sûr, les projets d'investissement, que ces projets soient privés. Ça finance l'économie à condition qu'on puisse placer cette épargne. Oui, bien sûr. Et puis, dernier élément, ça peut contribuer aussi à alléger un peu le fardeau social sur les pouvoirs publics, parce que lorsque l'épargne nationale individuelle se développe, il est plus facile après de traiter un certain nombre de sujets comme le sujet de la retraite ou peut-être alléger le fardeau de l'État par rapport à tous les transferts sociaux. En fait. Et effectivement, sur les placements,
Alors, tout le secteur est unanime pour dire qu'il n'y a pas encore un marché financier. En revanche, à partir de l'année dernière, et c'est plus marqué cette année, nous voyons que les besoins de financement, en tout cas publics, se font sentir. Et donc, les taux d'intérêt repartent à la hausse. Est-ce de façon durable? Je ne sais pas, je le crois, mais ça reste un avis personnel. D'accord. Donc si je comprends bien, vous n'allez pas vous plaindre des 50% de placements obligatoires en valeur d'État que vous impose le régulateur, parce que c'est bien rémunéré? Alors, pour la vie épargne, je ne me plaindrai pas. Ça veut dire parce que la spécificité de l'assurance par rapport à la banque, c'est que l'assurance place sur le long terme. Et donc sur des supports en optimisant le couple sécurité et rendement. Et les placements sous forme d'obligation d'État est un placement sûr et actuellement il est en train de donner des rendements satisfaisants. Ensuite, il y a d'autres supports, bien sûr, à développer. Il y a le marché financier, il y a l'immobilier, il y a le financement des PME, pourquoi pas des projets d'investissement. Après, il faut qu'on soit pragmatique, ça veut dire on attend. Ma position, c'est qu'il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour commencer à travailler, ça veut dire à agir. Il faut qu'on y aille progressivement. Ce que j'ai appris de l'Afrique de l'Ouest, au niveau, par exemple, de la régulation, c'est que le régulateur, il ne commence pas par mettre un cadre réglementaire avant de lancer un marché, mais plutôt regarde le marché, comment il se comporte, laisse faire, et puis ensuite, il réglemente. Sur l'assurance vie... Ça, c'est pas la culture de la réglementation en Algérie, je peux vous le dire tout de suite. Hein. Nous, en Algérie, on a déjà interdit le Bitcoin. Donc, c'est une expérience qui est à peine... qui démarre dans le monde. Hein. Voilà. Ensuite, après, moi, je ne peux pas me prononcer sur... Je ne connais pas le Bitcoin et je lis comme vous un peu ce qu'on écrit dans les médias, dans les discussions et les conférences. Ensuite, par contre, sur l'assurance vie, on est l'assurance vie et épargne, alors, il y a plusieurs choses peut-être à traiter pour que ça décolle. Donc, ça, je n'invente rien parce que tout le secteur en parle. Il y a le marché financier à développer, mais ça ne va pas se développer du jour au lendemain. C'est un chantier de long terme. 2-3 produits, plus d'émissions obligatoires, plus d'introduction en bourse, plus la bourse, les possibilités d'investissement. Ensuite, il y a sur le cadre réglementaire, moi je vois 2 priorités. On ne va pas tout changer avant de lancer ces produits. En revanche, il y a deux sujets à traiter, à mon sens. Alors, le premier sujet, c'est ce qu'on appelle la TAP. C'est une taxe de 2% sur le chiffre d'affaires qui s'applique sur tous les produits. Et là, c'est un petit peu inadapté au placement parce que lorsque quelqu'un place 100 dinars, on prélève tout de suite 2 dinars, ce qui fait baisser déjà son rendement. Il y a une discussion à avoir en fait, sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est pour favoriser une épargne gérée par les assureurs donc sur le long terme et qui permettent de financer l'économie, il faudrait se distinguer de l'épargne bancaire. Et dans tous les pays, la distinction, elle se fait sur... Alors, la spécificité, c'est de l'assurance vie, donc l'assurance en cas de vie. Et puis la deuxième spécificité, c'est un avantage fiscal. Donc, il y a un avantage fiscal existe en Algérie pour encourager le placement en assurance vie épargne, mais il date un peu et ça devient... Et le montant est un peu... Dérisoire ? Un peu dérisoire pour l'instant. Donc plus d'incitation de ce côté-là ? Voilà. Je pense qu'il y a le sujet TAP et le sujet incitation fiscale. Fiscale. Le reste, après, c'est aux assureurs aussi d'expérimenter, de lancer sur le marché des produits, de voir comment ça se passe. Et s'il y a des choses à faire, il faudrait aussi, il appartient aussi aux assureurs de montrer concrètement sur quoi il faut travailler pour accélérer le développement.
Très bien, on a évoqué le terme de stagnation. Est-ce qu'on peut la chiffrer, cette stagnation ces dernières années du marché? Il y a eu 2% de croissance en 2017, je crois. 2018, on parle d'assurance des personnes. Oui, ce que je sais en fait, c'est que le marché des assurances de personnes a connu des croissances à 2 chiffres pendant plusieurs années, ce qui confirme qu'il y a un potentiel de décollage. Il y a eu une parenthèse, c'est l'année 2018 où le marché a baissé d'environ 10%, le marché des assurances de personnes. C'est une parenthèse. Je n'ai pas encore les chiffres de 2019 de façon globale. Le premier semestre affiche une croissance de 10%, mais il est difficile de projeter ça sur l'année. J'anticiperais plutôt que la stagnation de 2018 continue encore en 2019. Alors, la baisse de 10%, est-ce qu'elle est liée à la politique des visas et le fait que les Algériens aient moins pu circuler dans le monde, notamment dans la zone Schengen? Effectivement, c'est un des facteurs, mais il n'est pas le seul. Le facteur le plus visible, c'est la baisse des visas délivrés. Donc, ce qui a un impact direct sur l'assistance voyage. Vous savez, le marché des assurances de personnes actuellement, c'est trois produits ou 3 branches. Donc, il y a la santé collective, la mutuelle santé collective, la couverture des emprunts, l'assurance emprunteur et l'assistance voyage. Donc, l'assistance voyage, le marché dépend directement du nombre de visas délivrés. Sur l'assurance emprunteur, ce sont des marchés captifs, assureur par assureur. Si un assureur a un partenariat avec une banque, il a ce marché. S'il n'a pas de partenariat, il a. Et globalement, le marché dépend du volume de crédit délivré. La troisième branche, qui est la santé collective, là, elle dépend. Il y a une tendance lourde, c'est-à-dire structurelle, à la croissance de ce secteur. Les entreprises ont tendance, et donc ils ont raison, à protéger leurs collaborateurs avec une complémentaire santé. Et plus l'entreprise est mature, elle a une attitude responsable et se place sur le moyen terme, plus elle a une politique RH moderne et donc cherche à protéger ses collaborateurs. Et c'est la tendance, en fait, en Algérie, que ce soit dans le privé ou dans le public, les entreprises de plus en plus matures et donc mettent en place des programmes de protection sociale complémentaires pour leurs collaborateurs. En revanche, donc là, il y a une tendance de fond structurelle à la croissance. Et il n'y a pas de marché captif là-dedans? Et il n'y a pas de marché captif. En revanche, il y avait une réaction des compagnies d'assurance, un peu à regretter. C'est que par rapport, en face de la baisse du marché voyage et d'un marché emprunteur où il est difficile de décrocher des parts de marché ou de générer de la croissance, la plupart des compagnies d'assurance se sont rabattues malheureusement sur ce marché de la santé complémentaire et donc avec une tentative de décrocher des parts de marché au détriment des concurrents et essentiellement par les prix. En termes de symptômes, vous subissez un petit peu ce qui s'est passé dans la filière dommages, avec une forme de cannibalisation par la concurrence à la baisse des primes qui a fragilisé toute la filière. Voilà, exactement. Il y a une baisse des tarifs. C'est bien pour les assurés sur le court terme, mais ce n'est pas bien sur le moyen terme parce que ça se traduira forcément par une baisse de la qualité des prestations. Mais tout ça, les acteurs quand je discute avec les confrères, ils en sont conscients et il y a consensus pour dire qu'il faut qu'on sorte de cette situation par le haut et donc qu'on développe plutôt la qualité des prestations, qu'on essaie d'élargir le marché parce que notre rôle, c'est aussi... moi, je suis fier de faire de l'assurance. Pourquoi je vous dis ça ? Surtout avec une image souvent négative de l'assurance sur le marché. L'assurance, d'une part, c'est l'organisation de la solidarité. C'est-à-dire comme l'industrie, et puis ça
a organisé un peu les échanges. On est sorti de la production individuelle, de la consommation individuelle, donc avec des échanges, une production collective. L'assurance permet de sortir des schémas traditionnels de solidarité, c'est-à-dire les solidarités familiales, ou alors même de compter sur l'État, en fait, pour tout, pour développer des solidarités entre des groupes qui ont les mêmes intérêts. Et donc l'assurance, c'est l'organisation de la solidarité. Et l'argent ou les primes que collectent les compagnies d'assurance, que nous collectons, en fait, ils appartiennent aux assurés. Donc nous ne faisons que gérer ce qu'on collecte pour payer les indemnisations des assurés. La deuxième chose auquel nous ne pensons pas beaucoup, c'est, moi je dis toujours à mes collaborateurs, en fait, d'être fiers d'être assureur. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un est en bonne santé, riche, alors on voit tout le monde autour de lui. On essaie de collecter son épargne, de lui placer des crédits, de lui vendre des produits. Il a plein d'amis, il a plein d'acteurs autour de lui. Mais lorsqu'un malheur arrive, c'est-à-dire il y a un accident de la vie, ce qui arrive souvent, c'est une maladie, un accident, souvent malheureusement, cette personne-là, elle se retrouve toute seule. Qui est avec elle, c'est en général le médecin, s'il est malade, le pompier pour éteindre l'incendie, l'ambulancier, ainsi de suite. Et souvent, c'est l'assureur qui est avec lui. Donc, c'est dans les moments difficiles où on voit l'assureur aux côtés des citoyens, des sinistres, aux côtés des citoyens. Donc, nous avons un métier noble, c'est-à-dire le même métier que les médecins, les pompiers, les ambulanciers. Et donc, voilà, c'est important. Alors, en 2019, on a bien compris. En 2019, alors la question que je voulais vous poser, puisque on a bien compris que le gisement de croissance le plus important, qui dépend pas de la politique de la zone Schengen, qui ne dépend pas de la mise en chantier de nouveaux appartements, enfin de nouveaux logements pour les deux premiers produits, donc celui de l'assurance, celui de la complémentaire santé, et qui dépend du milieu des affaires, des entreprises, de la capacité à sécuriser leurs ressources humaines. Est-ce que le contexte du Hirak en 2019, parce qu'on a vu qu'il a déprimé l'activité, c'est une évidence, pas de la faute directement du Hirak, mais de la précarisation des chefs d'entreprise, est-ce que ça ne vous a pas, là aussi, tassé une possibilité de croissance de placement de ce produit ? Alors, je ne parlerai pas de 2019, parce que c'est sur 2018, on a vu que le marché a baissé et il y a eu aussi un petit peu un tassement de la croissance de façon générale. En 2019... De ce produit, hein. De ce produit. En 2019... De la complémentaire santé, c'est de ça qu'on parle. Donc en 2010... Pour préciser, groupe. Oui, la complémentaire santé. Groupe, parce que les individus peuvent la contracter séparément. Avec le tassement de la croissance en 2019, naturellement ou spontanément, on pourrait s'attendre à ce que l'assurance complémentaire santé soit sacrifiée par des entreprises qui sont incertaines ou par rapport à l'avenir, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, en tout cas, pour Amana, ce qu'on a constaté après, on verra, on attendra la fin de l'année pour voir un peu les choses de façon factuelle, chiffrée. Mais pour Amana, nous n'avons pas constaté c'est-à-dire une régression de la demande, une régression du marché. Ce qui prouve que la dynamique de croissance en fait, du marché de la santé est très forte et n'est pas forcément corrélée aux aléas, aux fluctuations de la croissance de façon générale. Le marché de la santé, que ce soit le marché collectif actuel ou même les gisements de croissance dans la santé individuelle, c'est un des plus grands gisements de croissance de l'assurance en Algérie dans les années qui viennent. D'accord. Est-ce que vous, les assureurs des personnes, vous vous intéressez au débat qui est en train de monter dans le pays sur le déficit de la sécurité sociale et notamment le déficit de la Caisse nationale de retraite? Est-ce que ça ne vous amène pas à réfléchir éventuellement à des produits qui peuvent être des complémentaires de retraite? J'ai dit l'assurance, de toute façon, son rôle, c'est d'organiser la solidarité et de venir en appui à la fois aux familles et au pouvoir public.
indépendamment de la situation que ce soit de la sécurité sociale ou des retraites. Bien sûr, sur la santé, nous avons l'intention et nous travaillons, c'est-à-dire pour le développement de produits santé collective, mais aussi de trouver le moyen de lancer les produits d'assurance santé individuelle. Il y a eu des tentatives de confrères. Amana lancera des produits santé individuelle très prochainement. Et ainsi, nous plaçons en soutien, en complément en fait, des pouvoirs publics. Et puis, ça nous permet, par le secteur marchand, de répondre à des besoins spécifiques de la population, de nous adapter à ces besoins spécifiques, des besoins un petit peu à la carte. Sur le sujet des retraites, au-delà des retraites, j'avais parlé du financement de l'économie. Et la collecte de l'épargne, donc elle peut être faite par les banques, mais dans tous les marchés, elle est faite essentiellement par les assurances sur le long terme. Et donc il est impératif, mais de toute façon, moi je suis optimiste, ça va venir, que les assureurs jouent leur rôle de collecte d'épargne sur le marché algérien. Que ça soit pour ajouter une couche de retraite par capitalisation, donc à la retraite par répartition qui existe, ou que ça soit pour financer des projets d'acquisition. Il y a des jeunes, en fait, dont le rêve, ou un petit peu le projet de vie, c'est d'avoir fondé un foyer, d'avoir acquérir un logement, acheter une voiture. Donc on peut financer un certain nombre de choses par le crédit. Mais l'attitude responsable, c'est aussi d'accumuler de l'épargne qui permet un peu aussi de réaliser ces projets. Et donc, il n'y a que l'assurance vie comme épargne sur le long terme qui permet d'aider à accumuler un capital qui permet par la suite de réaliser ces projets. Une couche de retraite complémentaire par capitalisation qui peut soulager, qui peut aider les individus, des produits qui peuvent arriver dans les prochaines années. Vous avez commencé à parler de Amana, on va prendre des nouvelles de Amana, on est aussi là pour cela. Mais vous nous avez beaucoup renseigné sur l'évolution du marché, on est vraiment content d'avoir appris tout ce que vous nous avez dit, notamment dans les benchmarks, les comparaisons avec les marchés naissants que vous avez pu connaître, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous avez tenu un conseil d'administration récemment de Amana. La tendance de 2019 se présente comment? Déjà, les chiffres de 2018, comment ils étaient? Les chiffres de 2010. Alors, j'avais dit que le marché a baissé de 10%. Donc, Amana a fait une petite hausse de 1%. Et donc, Amana résiste à la baisse, a résisté à la baisse du marché. Il y a une tradition, Amana est toujours au-dessus des chiffres du marché, vous l'avez respecté? Sur le long terme, oui. Après, il peut y avoir des années où on est en dessous du marché, ou au-dessus du marché. Oui, sur les 3-4 premières années, c'était le cas. Exactement. Mais Amana est une société, une compagnie de référence sur le marché. Elle a une croissance durable et régulière. C'est-à-dire on peut avoir un peu une volatilité des compagnies qui montent en flèche ou qui redescendent. Amana a toujours affiché une croissance stable ces dernières années. Et va continuer à afficher. Vous allez nous dire comment on fait sur un marché qui baisse de 10%, comment on fait une croissance de 1%? Alors, c'est un tour de magie. Ça, c'est vos actionnaires, ça c'est BDL et Badr qui ont bien travaillé en vous ramenant des clients par leur agence. Effectivement, la force d'Amana, c'est son business model. Donc Amana est le fruit d'un partenariat stratégique entre Massif, qui est un leader en fait, français des assurances mutualistes, l'ASA, qui est le numéro 1 du marché algérien public, et avec le soutien de 2 banques publiques de référence qui sont la BDL et la Badr. Donc Amana, dans ses gènes, déjà porte 2 valeurs, c'est-à-dire des valeurs mutualistes issues de la Massif et des valeurs de service public issues de l'ASA, qui est une compagnie publique. Et ça forge aussi la culture d'Amana, donc une culture mutualiste et une culture de service public. Au-delà de ça, Amana est un établissement qui fonctionne donc à la fois une multinationale. Nous avons la culture d'une multinationale, la culture d'une compagnie publique et la culture aussi d'une société privée. Et ça, sur le marché, est un trésor. En fait. Ça veut dire que quel que soit le public qu'on adresse, quel que soit le secteur,
nous avons ce qu'ils attendent, en général. Ensuite, la force d'Amana, c'est aussi son réseau de partenariats. Amana dispose du plus grand réseau de points de vente en Algérie, toutes compagnies confondues, avec plus de 800 points de vente. Et donc une surface commerciale qui nous permet d'approcher, en fait, de délivrer des services de proximité sur une échelle très large. Ensuite, bien sûr, le fait d'avoir la SAA comme maison mère nous permet de disposer de tout son réseau de distribution, et de la BDL et de la BADR également. Ensuite, Amana a eu toujours une politique technique rigoureuse, ça veut dire, donc qui évite les aléas. J'ai failli vous dire, le management n'a aucun mérite dans ce cas-là, si c'est vos partenaires qui vous amènent tous les atouts. Ben, effectivement, les partenaires sont une richesse pour Amana. Ensuite, Amana, c'est à la fois une culture, une façon de fonctionner, des compétences et un projet. Donc j'ai parlé de la culture qui est à la fois une culture mutualiste et une culture de service public. Ensuite, mes prédécesseurs, en fait, ont toujours développé aussi un modèle basé sur la rigueur technique, sur la motivation des équipes, l'engagement des collaborateurs. Vous savez que Amana, l'année dernière, a été classé dans le top 4 des meilleurs employeurs. Et dans le secteur des services, encore plus les assurances, la force, nous, qu'est-ce qu'on vend ? On vend du service humain, en fait. Ce sont les hommes qui font tout. Et donc, les collaborateurs d'Amana ont toujours été des collaborateurs engagés et qui ont fait aussi la réussite d'Amana. C'est une clé dont on a tendance à un peu cacher exactement, l'impact sur les résultats d'une entreprise. Oui. Alors, évidemment, il y a tout cela. Il y a aussi l'innovation produit. Donc, l'innovation produit, vous dites que vous allez lancer de nouveaux produits. Je voulais quand même poser une question par rapport à la digitalisation et la possibilité d'acheter en ligne des produits de Amana. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne très bien pour Amana. Simplement, le marché de l'achat en ligne en Algérie est encore embryonnaire. Nous avons été les premiers à lancer le e-payment en 2016. Et là, c'était fonctionnel dès le 4 octobre 2016. Ah ben voilà, vous avez plus de... Et donc, ça fonctionne. Et nous allons accentuer ça. Donc, mais la part de primes que vous vendez de ce côté-là, elle reste inférieure à 10%, j'imagine. Elle reste faible, effectivement, mais il faudrait absolument qu'on se positionne sur ce marché parce que c'est le marché d'avenir. Ensuite, lorsqu'on parle du digital, mais je préfère le numérique parce que donc les services numériques, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Il y a des services aux clients. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on voit les choses avec les yeux du client et qu'on s'adapte au fonctionnement du client. Et donc les clients, de toute façon, ils sont tous équipés de téléphone, Internet, Facebook. Et donc il faudrait qu'on s'adapte à cette situation. Donc on a commencé par le e-payment, mais nous avons des projets très très ambitieux sur ce domaine. Alors vous avez la primeur en fait de l'annonce. Donc moi je suis fier d'annoncer que depuis quelques semaines nous avons lancé un projet de revue des processus internes qu'on appelle sur la santé collective. On appelle 24 heures chrono. C'est-à-dire l'idée est d'accélérer les règlements des sinistres, enfin des indemnisations. Et avec ce projet, avec son aboutissement, je peux vous affirmer que Amana est maintenant la meilleure compagnie du marché en qualité de service. On peut illustrer pour mieux comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assuré chez vous, qui a un accident, c'est quoi 24 heures ? Ça veut dire que dès que le dossier arrive chez nous le matin, il est traité l'après-midi. S'il arrive l'après-midi, il est traité au plus tard le lendemain matin. Alors que sur le marché, en général, c'est 2 semaines, 1 mois. Les plus performants s'engagent sur... On parle de quel sinistre ? On parle de quel sinistre santé. Oui. Une fracture Voilà, ça veut dire que le client dépose, souvent ce sont des entreprises, ils déposent leur dossier chez Amana le matin, ils sont traités dans la journée. Mais le booster, c'est quoi ? C'est du numérique ? C'est un traitement sur une plateforme ? C'est une application ? Donc j'y arrive parce que ça, c'est la deuxième surprise. Le booster avant, c'est culture service client. Ça veut dire
Ce que j'essaye en fait d'expliquer aussi aux collaborateurs, aux équipes d'Amana, c'est de changer un peu la façon de faire. Au lieu qu'on réfléchisse administratif, c'est-à-dire activité, comment on fait en interne, on essaie de simplifier les choses pour le client. Et donc on a simplifié les processus, on a accéléré les traitements, on fait confiance aux clients, on fait confiance aux collaborateurs. Et donc le collaborateur qui prend le dossier indemnisation le traite de bout en bout. Et ça permet d'accélérer le traitement. Ensuite, bien sûr, on contrôle par la suite. Mais en tout cas, on ne contrôle pas a priori. C'est-à-dire, lorsque le dossier est traité, il est traité complètement et rapidement. Et avec ça, donc je redis encore, c'est le processus le plus rapide du marché. Et on ne reste pas là, parce qu'on a continué, on continue. Là, on a développé, on parle de digital, c'est pour ça que j'en parle. Nous avons développé une plateforme santé numérique qui permet aux entreprises qui assurent leurs collaborateurs de quasiment supprimer tout travail administratif lié à l'assurance. Donc, le salarié adhère en ligne, donc remplit toutes les informations sur Internet. Lorsqu'il déclare un sinistre, il le déclare en ligne. Donc, par exemple, j'ai une consultation, ensuite j'ai acheté des médicaments, je scanne les documents ou je les prends en photo et sur Internet, je les envoie à Amana. Et ensuite, après, je suis mon dossier. Est-ce que mon dossier a été traité? Est-ce qu'il a été payé? Donc, je suis informé en temps réel. Et l'entreprise, bien sûr, il ne fait rien sur le plan administratif, ce qui décharge souvent les DRH et le direct, parce que ce n'est pas leur métier de base. C'est Amana qui prend en charge tout, mais elle dispose d'une plateforme qui permet de suivre ce qui se passe. Donc, les adhésions, les indemnisations, ainsi de suite. Et ça, c'est une véritable révolution sur le marché algérien. Donc, voilà la deuxième surprise. Et c'est fonctionnel. Et je suis fier de l'annoncer. C'est fonctionnel depuis? C'est fonctionnel depuis 2 semaines. Et vous n'avez pas fait d'événement pour l'annoncer? Nous allons parce faire. Que c'est important, ça. Eh ben, je vous réserve la primeur, l'exclusivité de l'annonce, et nous allons communiquer dessus. Nous allons mettre ça à la disposition de nos clients à partir du 1er janvier. Excellent. Merci pour la primeur. Alors, de nouveaux produits, vous avez parlé tout à l'heure de produits destinés des produits individuels qui sont plus, qui devraient être annoncés dans les prochains mois. On peut en savoir plus? Alors, nous préparons un produit santé individuelle, comme les concurrents, et puis d'autres surprises dont je vous tiendrai au courant, et j'espère qu'on se verra pour en parler. Donc optimiste pour l'année 2020. 2019, on a parlé du chiffre de 2018, 1% de croissance. 2019 se présente comment? On a un petit défaut financier à Radio 1 Maghreb Émergent. On pose des questions de financiers. Donc il est trop tôt de faire des anticipations sur tout le marché. Amana, je n'ai pas la prétention de dire qu'on aura une croissance importante cette année dans ce contexte. Mais nous préparons le terrain pour un décollage, Inch'Allah, en 2020. D'accord. Vous êtes le premier chef d'entreprise à parler comme ça depuis des mois, parce que je reçois beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau et d'autres à Radio M. C'est plutôt de décroissance, politique de survie, wait and see, etc. Ça fait plaisir d'entendre d'entendre des projections optimistes comme celle-là. Si je peux contribuer à un peu plus d'enthousiasme, parce que l'économie, c'est aussi un effet de psychologie. Il n'y a pas que les faits, c'est lorsqu'on y croit, on y arrive. Et donc, je pense que au-delà de difficultés passagères, il y a quand même des secteurs qui évoluent sur le long terme, sur une pente positive. Et il ne faut pas qu'on parle que de ce qui est négatif. Donc il faut aussi qu'on soit positif. Vous dites que les difficultés sont passagères. Sont passagères. C'est même dans le marché des assurances de personnes, la décroissance de 2018, les probables difficultés de l'année 2019, pour moi, est une parenthèse, et que le marché des assurances de personnes décollera de façon exponentielle dans les années qui viennent. C'est ce que nous allons retenir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie pour l'accueil. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.
L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, ليكم ودعزاز عليكم.